Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu qui n'existe qu'en VO, hélas, qui s'appelle Castle and Crusade. Alors Castle and Crusade a son nom, donc c'est un jeu de Troll Lord Games qui n'est pas tout jeune, parce que la première édition est sortie en 2004. Pour la petite histoire, Castle and Crusade est tiré du club de Wargame fondé par Gigax et Rob Kruns, le fameux Robillard. Club fondé dans les années 70, qui s'appelait la Castle Crusade Society. D'ailleurs, je crois qu'elle existe encore. Voilà, donc en fait, pour la petite histoire, il est sorti en même temps que peu de temps après l'OGL, le fameux OGL des années 2000, quand est sorti Donjons et Dragons 3, et il est basé en fait sur un fond de DD3. Enfin, simplement un fond. Alors, pour la petite histoire, c'est la seule version de Donjon que Gigax a adoubé en fait depuis son éviction en fait de TSR qui datait de 85, si je me rappelle bien. Voilà, donc, oula, vous allez me dire un clone de plus. Bon, je me barre, Fred, tu nous gaves avec les clones. Igor, Oui, maître. ferme la herse. D'accord, maître. J'y vais tout de suite. Fermez la herse. Bien, vous êtes encore là? Alors on va pouvoir continuer. Bien, on va déjà parler de la forme. Alors, Castle and Crusade arrive sous la forme d'un triptyque, comme Advance, comme Donjon. Et ce qui est fabuleux dans cette huitième impression, car donc on a quand même la huitième impression de ce jeu, ce qui n'est pas anodin, ce sont les couvertures. Les couvertures qui rendent un hommage aux couvertures initiales de la première version de AD&D. Alors c'est pas un plagiat, donc là vous avez le Player Handbook. Là vous avez le Dungeon Master Guide ou le Castle Keeper Guide, voilà, donc avec toujours donc des couvertures en fait vraiment fabuleuses. La plus belle de toutes, à mon avis, c'est celle du Monster Manual qui reprend les codes, enfin les dessins, de la même, en les modernisant en fait. Les illustrations sont absolument superbes. Et, alors certains pourront dire que c'est un plagiat. En fait, non, c'est pas un plagiat, c'est vraiment un hommage. Pourquoi ? Parce que ils ont attendu la huitième impression pour le faire. Ils auraient pu le faire depuis le départ, en fait, à la limite. Mais vraiment, ces couvertures, alors d'autres vont me dire que c'est commercial. Alors je vais leur dire oui, certainement. Peut-être, peut-être pas. À savoir que quand même les auteurs de Troll Lord Games sont quand même de grands passionnés. Ils allaient me dire, on dit ça de tous les auteurs de jeux de rôle. Ouais, peut-être. Mais ce sont vraiment des grands passionnés de donjons. Et ces couvertures sont vraiment un hommage. En tout cas, pour moi, la nostalgie a marché à fond, et le marketing aussi, parce qu'en fait, si j'ai découvert ce jeu et que je l'ai acheté pour voir ce que c'était, eh ben, c'est grâce à ces couvertures. Donc voilà, donc comme je disais, donc nous avons effectivement un triptyque, donc le voici, un player, un master et un monster. Voilà, donc en fait, le triptyque en fait, de Castle and Crusade. Alors, c'est un triptyque, le premier, donc le Player Handbook qui est ici fait 240 pages. Le Castle Keeper est plus gros, tout de suite. Celui-là, il fait 347 pages. Et le Monster, lui, en fait 367, donc ce qui confond quand même des ouvrages assez conséquents quand même. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu l'intérieur de tout ça, histoire de vous montrer un peu la maquette, un peu tout ça, mais après, on parlera du fond, parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Donc, voilà. Donc, alors, le papier, bah non, c'est des papiers glacés. Bon, bref, donc voilà, donc nous avons quand même une maquette, vous voyez, vous avez deux colonnes, c'est écrit peut-être un peu dense, quand même, quand on feuillette, donc là on est sur la partie des classes, on y reviendra plus tard, mais en feuilletant le bouquin, on s'aperçoit quand même que c'est relativement dense comme texte, voire peut-être même écrit un petit peu petit, peut-être, mais bon, un peu dense quand même. Autrement, à part ça, pour moi c'est tout à fait clair, bon,
pas mal de texte. Hein. Les dessins, alors les illustrations vont être, comment dire, ça va pas être génial, génial, mais elles font le taf. Il y en a qui sont jolies, il y en a plus, il y en a moins, d'autres moins. Mais bon, grosso modo, c'est quand même du beau boulot. Donc, vous voyez, nous avons quand même une maquette. Relativement, alors pas très aéré, hein, il faut bien le dire, hein, c'est quand même relativement dense, hein, vous avez la liste des sorts, et ça c'est valable pour les 3 bouquins. Donc là, ça c'était le Player Handbook. Maintenant, si je prends le Castle Keeper, donc le Game Master Guide en fait, hein. Donc c'est pareil, hein, c'est du même acabit, c'est la même maquette, le papier est donc toujours du papier glacé. Vous voyez, quand je dis, c'est quand même assez dense, comme il y a du texte, il y a de la lecture, et on aborde à peu près tous les points, mais on va revenir là-dessus. Bon, vous avez de temps en temps en fait des illustrations pleine page qui, elles, sont relativement jolies, hein, comme vous pouvez voir, celle-ci est pas mal. Hein, voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le... Donc voilà, on arrive à 280 pages, hein, vous voyez, c'est... Voilà. Et donc ça, c'est le Castle Keeper Guide. Et enfin, on a le Monster avec sa couverture absolument fabuleuse. Hein, il faut être très clair, elle est fabuleuse. Alors que lui, c'est un compendium de en gros 400 monstres à peu près. Hélas, tous ne sont pas illustrés comme dans le Monster Manual d'AD&D de l'époque, mais bon, il y en a quand même beaucoup qui le sont, et c'est déjà très très bien. Donc on retrouvera, vous voyez, par exemple, le fameux Catoblepa, on le retrouve ici, où on va retrouver quand même beaucoup de monstres, en fait, issus en fait, du Monster Manual de la première édition. Hein, la chose de la crypte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà. Alors il y en a des nouveaux hein, aussi, bon, bien sûr on a toute la série des dragons. Voilà, donc on reviendra là-dessus plus en détail. Hein. Vous voyez que alors la couleur en fait du monster est un peu plus jaune que les autres. Peut-être un petit manque d'unité à ce niveau-là, mais toujours en fait cette maquette sur 2 colonnes et pas mal d'illustrations quand même, qui sont relativement sympas, quoique des fois un peu sombres je trouve, mais bon. Voilà, ça c'est à peu près pour la maquette générale des 3 ouvrages. Bon, alors maintenant, je vais vous parler du fond. Alors, pour parler du fond, je vais déjà aborder les trois ouvrages du triptyque séparément. Mais avant tout ça, en fait, il faut quand même voir que Castle and Crusade, donc même s'il a une base de Donjons et Dragons 3, ce n'est pas un clone de Donjons et Dragons 3, absolument pas. En fait, c'est plus une reprise de AD&D, et en la modernisant avec certains points de Donjons et Dragons 3, mais surtout avec leur système, ce qu'ils appellent c'est le... Ah, zut, c'est le engine... C'est pas le engine system, c'est comment il s'appelle c'est le siège engine, voilà, le siège engine, avec le siège engine, mais on va venir de plus en détail, qui est relativement synthétique et assez intéressant pour Donjon. Alors, par rapport à DD3, effectivement, ici, donc on n'a pas de... On revient sur AD&D, hein, on n'a pas de don, on n'a pas de classe de prestige, on n'a pas tout ça. Alors vous allez me dire, c'est un OSR. Bah, moi, je ne suis pas vraiment d'accord, en fait, que ça soit un OSR. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas de taco, on n'a pas de matrice de combat. Comme je disais, on a ce système, en fait, propre à Castle and Crusade, hein, qui est plus une avancée, dire la suite logique d'AD&D. Et ça j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est assez synthétique et c'est pas mal foutu. Donc voilà. Alors le Player Handbook, qu'est-ce qu'on a dans le Player Handbook? On viendra un peu en détail en vidéo, je vous montrerai un peu ce qu'il y a dedans. Donc là on a par exemple, alors, au niveau des caractéristiques, hein, c'est des caractéristiques classiques de Donjons et Dragons, hein, donc force, intelligence, agilité, etc. Enfin vous les connaissez. Pour les classes, on retrouve à peu près les mêmes classes. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a le chevalier par exemple. Je vous montrerai en détail les classes qu'on a, en sachant quand même que du coup il n'y a plus que 4 classes qui ont accès à la magie. C'est le sorcier, l'illusionniste, le clerc, et enfin le druide. Donc, exit le ranger et le paladin n'ont plus accès à des listes de sorts, même à haut niveau, c'est terminé. Enfin, c'est terminé dans cette version. Quoi dire d'autre à ce niveau-là? Ah oui, si, quand même.
En fait, on a l'illusionniste a pas mal été retravaillé. Hein, c'est pas une sous-classe de magicien. Par exemple, il peut faire des soins. Ils expliquent ça, qu'en fait, l'illusionniste manipule plus la réalité que implante des choses dans enfin des visions dans le cerveau de la cible. Hein. Il va plus manipuler la réalité pour un temps. Donc, ils ont fait un gros travail sur l'illusionniste et c'est pas mal du tout. Voilà, alors si, au niveau des classes, on retrouve quand même quelque chose qu'on avait dans AD&D. C'est-à-dire que les points dex sont différenciés en fonction des classes, et donc il va vous en falloir plus ou moins en fonction de votre classe de départ. Donc là, on revient vraiment dans Advance Donjons et Dragons. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le multiclassage. Alors, le multiclassage existe aussi, mais alors il est différent de AD&D. C'est-à-dire que vous pouvez... Alors, un humain peut se triclasser, alors qu'une autre race ne peut que se biclasser. Alors, on a deux types de multiclassage. On a le multiclassage, ce qui est classique pour eux, mais qui n'est pas le multiclassage de AD&D. C'est-à-dire, le multiclassage, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez monter, vous allez jamais être, par exemple, je sais pas, guerrier 10, magicien 3. Non. En fait, vous montez les deux classes en parallèle, et donc vous allez être, je sais pas, guerrier 2, magicien 2, guerrier 3, magicien 3, etc. Et il va falloir cumuler les points d'ex des deux classes pour pouvoir monter de niveau. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est ce qu'ils appellent une classe et demie. Grosso modo, vous avez une classe principale qui va avancer normalement et l'autre à demi. Donc vous allez être, je sais pas, par exemple, guerrier 10, magicien 5, etc. Mais je vous montrerai peut-être ça dans la règle en elle-même. Ce sera peut-être plus clair que ce que je raconte avec difficulté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rationalisation des armes et des armures. Donc tout le monde peut porter n'importe quelle arme, absolument n'importe laquelle, sauf que si elle n'est pas dans sa liste en fait d'armes de la classe, vous aurez un malus de -4 pour toucher. Voilà. Les armures, vous pouvez porter n'importe quel type d'armure, sauf que tous les talents, oui, parce que je vous ai pas dit, on n'a pas de don, hein, on est bien d'accord, on n'a pas de don à choisir, mais par contre, chaque classe, quand vous atteignez un certain niveau, vous donne accès à des talents, en fait, hein, genre pickpocket, genre marcher silencieusement, genre lancer des sorts. Et si vous n'avez pas l'armure de votre classe, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas jouer les talents, ils ne s'appliquent pas. Donc vous pouvez très bien avoir un voleur avec une armure de plate, mais il ne va pas pouvoir utiliser son talent pour marcher silencieusement avec sa plate sur le dos. Par contre, il pourra l'utiliser sans malus sur un combat. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les points d'expérience, c'est un peu du classique. Enfin, c'est du classique. Donc, vous avez des points d'ex pour vaincre les monstres. Vous avez aussi dans ce jeu une pièce d'or égale un point d'ex, hein, ce qu'on pouvait trouver dans les anciennes versions de donjons. Et vous avez les objets magiques aussi, quand vous les trouvez, qui vous rapportent des points d'expérience. Et ça vient aussi directement des anciennes versions de donjons. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? On est dans du très grand classique, c'est ce que je vous disais. Et pour les races, en fait, on retrouve absolument les races absolument classiques de donjons, enfin de AD&D, hein, donc il n'y a pas de tiefling, pas de tieflin, pas de ce genre de choses. Hein. On a les demi-orques, les demi-elfes, les gnomes, les hobbits, les elfes, les nains, bien sûr, et les humains, et je pense que je n'en oublie aucune. Et on retrouve comme dans AD&D, on a une table d'inimité entre les différentes classes, comme dans les anciennes versions de donjons. Mais je vais vous montrer ça plus en détail, en particulier sur la partie en fait classe. Alors allons-y pour les classes. Donc pour les classes, vous voyez qu'est-ce qu'on a? Donc on a des classes classiques, hein, le barbare, le barde, le clerc, le druide, le guerrier, l'illusionniste. Alors là on a le chevalier qui n'existait pas dans AD&D. Non, c'était le cavalier dans les arcanas, donc non. Le moine, le paladin, le ranger, le rogue, donc le voleur, le magicien et l'assassin, qui est une classe à part. Donc là, vous voyez qu'on se retrouve avec les caractéristiques classiques, hein, les 6, la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Donc ça, rien n'a bougé à ce niveau-là.
Et là, nous arrivons aux classes. Alors, les classes, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme vous voyez, par exemple, donc, on a le barbare ici. Euh, Attribut primaire, je viendrai là-dessus, c'est la caractéristique primaire, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, on a le hit dice, machin, etc. Et donc, la table de progression avec les différents points d'ex. Et vous voyez, à chaque fois, à chaque niveau, on a des abilities. Donc les abilities, des compétences en fait. Hein. Genre lui, le barbare, il a sens du combat, il a intimidation par exemple. Il va arriver au niveau, je sais pas moi, au niveau 4, il va avoir des attaques tournoyantes. Voilà. Donc en fait, chaque classe, vous avez derrière, effectivement, on vous explique les différentes caractéristiques, hein, on est bien d'accord. Enfin, caractéristiques étant. Et alors pour chaque classe, il y a un truc qui est rigolo, c'est que si là, vous voyez, vous le savez jusqu'au niveau 12, et là, vous avez la suite, en fait, du 13 jusqu'au niveau 24. En sachant que, alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être, alors je ne sais pas si c'est historique ou pas, je crois que les premières éditions n'avaient que 12 niveaux, là maintenant il y en a 24, mais ils ont laissé en fait la progression standard et la progression à haut niveau. Oui, parce qu'on arrive quand même au niveau 24, et au niveau 24, on ne rigole plus. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Comme je disais, donc, vous avez les dés de vie. Hein, donc là, le barbare, il a des dés 12. À partir du niveau 11, il gagne 5 points de vie par niveau. Bonus to hit, hein, le bonus pour toucher. Hein, donc ça, vous connaissez, c'est du classique. Et les points d'expérience nécessaires. Alors, à noter, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous avez, pour certaines... Voilà, vous avez, par exemple, le clerc, au niveau 5, il lui faut 18 000 points d'expérience pour atteindre le niveau 5. Le barbare, au niveau 5, lui, il lui en faut 20 000. Et donc, on retrouve cette différence de points d'expérience nécessaires pour monter de niveau entre les différentes classes. Donc là, c'est vraiment de la D&D telle qu'on pouvait l'avoir. Donc, vous voyez, donc, les classes druides. Alors, pour les 4 classes qui peuvent lancer des sorts, nous avons la magie, hein, qui est exactement la même magie, c'est la magie ancienne de donjon, hein, donc avec ses slots, hein, ça on n'est pas perdu, en sachant que vous avez quand même un niveau 0 qui a été rajouté, alors rajouté par rapport à D&D, ce ne sont pas les cantrips des D5, ce sont vraiment des sorts niveau 0, comme les autres. Voilà, 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 ce que je peux vous dire pour les classes, vous voyez, donc on a le guerrier, on a donc l'illusionniste, où un gros boulot a été fait dessus, comme je le disais tout à l'heure. Et on a le chevalier. Alors le chevalier, moi j'aime bien le chevalier, en sachant qu'à haut niveau, je crois, alors, donc, vous voyez, au niveau 10, il a en talent Call to Arms, il peut appeler en fait deux des 10 suivants à ses côtés. Et au niveau, alors je ne sais plus à quel niveau, mais à un moment donné, il peut adouber un autre personnage pour qu'il devienne chevalier. Nous avons le code d'honneur des chevaliers qui est ici, donc qui vous aide un peu à développer votre personnage. Voilà, donc là on retrouve le moine. On va retrouver le paladin, donc qui n'aura plus accès effectivement à la magie, hein, même à niveau 9. Et idem pour le ranger, à partir du niveau 9, il n'a plus accès à la magie non plus. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour des classes disponibles donc vous voyez par exemple le voleur, donc effectivement il a toutes ces caractéristiques spéciales donc qu'on peut retrouver dans mais avec une résolution beaucoup plus simple que dans AD&D, mais ça on va y revenir là-dessus, hein, ce n'est plus un système de pourcentage ou ce genre de choses. C'est très synthétique et c'est bien foutu. Voilà, donc ça c'est pour les classes. Alors qu'est-ce que je peux dire sur d'autres là vous avez le multiclassage, hein, donc vous voyez le multiclassage. Donc on vous dit bien, on monte les 2 classes ou les 3 classes en même temps. Et par contre, pour monter niveau 2, il faut... si vous êtes biclassé, vous prenez le nombre de points d'expérience nécessaires pour passer niveau 2 avec la première classe et vous ajoutez le nombre de points nécessaires pour passer niveau 2 avec la deuxième classe. Donc en fait, vous allez monter grosso modo 2 fois moins vite que les autres personnages. Et en plus, vous avez un petit bonus ou un petit malus, comme vous voulez, pour monter d'expérience. Par exemple, pour monter niveau 2, quand vous avez 2 classes, il vous faut 200 points d'ex de plus. Bon, voilà. Et vous avez la notion de class and half, donc ce que je disais tout à l'heure. Celle-là, c'est une classe et demie. Donc, vous voyez, quand vous êtes niveau 1,
vous avez la classe principale qui est ici, et la classe secondaire, ce qu'on appelle supporting class. Donc au niveau 1, vous êtes niveau 1 dans la classe principale, niveau 0 dans la classe secondaire. Au niveau 2, vous êtes niveau 2 dans la classe principale, niveau 1 dans la classe secondaire. Au niveau 5, vous êtes 5 dans la classe principale, niveau 2 dans la classe secondaire, etc., etc. Et là, vous avez la petite table pour vous donner le nombre de dés de vie de votre multiclassé en fonction des dés de vie de chaque classe. Hein. Par exemple, vous avez votre première classe, c'est un dé 10. La classe supportrice, je ne sais pas, c'est un dé 4. Vous avez pris un magicien, donc votre personnage, ses points de vie, ce sera des dés 8. Voilà, donc ça c'est relativement clair. Donc les races, les races classiques, ce que je disais, vous l'avez ici sur ce tableau, le nain, l'elfe, le gnome, le demi-elfe, le hobbit, le demi-orc et l'humain. Voilà. Donc avec leurs traits raciaux, vision dans le noir, bouger silencieusement, etc., etc. Mais c'est pas sur ces points-là que brille vraiment le Castle and Crusade. On va y venir. Alors maintenant, on va parler un peu du Siege Engine. Alors, le Siege Engine, c'est pas une catapulte, hein, c'est le système de jeu. Comment ça marche? Alors pour le combat, c'est relativement simple. En gros, vous allez retrouver, vous n'allez pas être perdu. Hein, alors là, contrairement à D&D, ce n'est pas c'est pas la classe d'armure avec des négatifs. Hein, c'est une classe d'armure ascendante, hein, comme qui a été mis depuis DD3 d'ailleurs. Et donc quand vous allez faire un combat, vous allez lancer un D20 plus votre bonus de caractéristiques. Et si vous faites supérieur à la classe d'armure, boum, vous touchez, vous faites des dégâts. Et un monstre, lui, il va lancer un D20 plus son nombre de hit dice. Et s'il fait supérieur à votre classe d'armure, bah, il vous touche. Voilà, donc c'est tout à fait classique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Les points de vie, alors les points de vie, on revient dans la D&D, hein, c'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus compliqué de regagner des points de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, regagner des points de vie, c'est 1 par jour. Au bout de 7 jours, c'est 1 par jour plus votre bonus de constit. Au bout de 14 jours, c'est 1 par jour plus votre bonus de constit x2. Au bout de 21, ça doit être x3, etc., etc. Donc en fait, on va regagner surtout un point de vie par jour. Plus au bonus de constit au bout de 7 jours, donc autant dire qu'il va vous falloir des soins. Et quand on tombe à 0 point de vie, bah, vous êtes HS, vous êtes inconscient pour 1 des 6 heures. Quand vous êtes en négatif, là par contre, vous êtes HS pendant 24 heures. Alors ça c'est pour du moins 1 point de vie à moins 6 points de vie. Et ensuite, le processus de soins naturels va se mettre en place. Par contre, quand vous êtes à partir de... C'est moins 7, je crois? Oui, c'est à partir de... Oui, moins 7, oui, à partir de moins 7, c'est mal. Pourquoi? Parce que vous perdez 1 point de vie par ronde, et si vous arrivez à moins 10, vous êtes mort. Voilà. Donc le système de points de vie, à moins 10, vous êtes mort, point. Moins 7, vous perdez 1 par round. Entre moins 1 et moins 6, vous ne perdez pas de points de vie, mais par contre, vous n'êtes pas prêt de vous réveiller. Et la processus de guérison naturelle, c'est pas le lendemain, vous vous relevez, youpali, youpalou, on y retourne. Non, non, c'est vous regagnez 1 point de vie par jour. Donc là, on est vraiment dans le fonctionnement à l'ancienne de AD&D. Donc effectivement, là, comme vous allez me dire, ouais, bon, toujours pareil, ton truc, je ne vois pas trop l'intérêt. Maintenant, on va venir à quelque chose d'autre qui est plus intéressant, c'est-à-dire les caractéristiques primaires et les caractéristiques secondaires, parce qu'en fait, c'est là le cœur du système. Alors, le Siege Engine. Le Siege Engine, en fait, se caractérise par des caractéristiques primaires et des caractéristiques secondaires. Un humain va pouvoir bénéficier d'une caractéristique primaire de par sa classe. Hein, donc c'est ce qu'on avait ici, quand vous voyez par exemple le barbare, caractéristique primaire, constitution. Si j'en prends un autre, le clerc, caractéristique primaire, sagesse, etc. Donc en fait, donc ce que je disais, donc une de par sa classe et 2 autres au choix, parmi effectivement les caractéristiques standards, force, dextérité, constitution, etc.
Donc admettons, on va prendre l'exemple du clerc. Donc le clerc, il va avoir ceci comme caractéristique primaire. Il va pouvoir en choisir deux autres. Alors disons qu'il prend constitution, deux autres s'il est humain. Hein. Et il va prendre, je ne sais pas, il va prendre charisme. Voilà. Toute résolution d'action se passe de cette manière. Un des 20, plus le bonus de caractéristiques, plus votre niveau. Alors celui-là, le niveau, je le mets entre crochets parce qu'en fait, on ne l'ajoute pas tout le temps. Il y a seulement dans certaines configurations. Et ça, vous allez devoir battre un score donné, pas un score, vous allez battre un score qui est, si c'est votre caractéristique primaire, vous allez devoir battre 12. Alors la caractéristique là, bien sûr. Si c'est la caractéristique associée, utilisée dans votre jet de dés est primaire, vous allez devoir battre 12. Si ce n'est pas une caractéristique primaire, vous allez devoir battre 18. À ces caractéristiques, à cette valeur à battre, le maître de jeu, ou le Castle Keeper ici, va éventuellement vous rajouter en fait un challenge level. Donc c'est une difficulté. Le challenge level va être entre 1 et, je ne sais plus, 20, mais 20, c'est des actions ultra héroïques. Hein. Le truc standard, allez, 5, c'est déjà pas mal, entre 5 et 10, c'est déjà beaucoup. Et là, dans ce cas-là, admettons que je prenne comme exemple 5, par exemple, vous allez devoir battre 17 ou battre 23. Alors, je crois que j'avais pris quelques exemples. Ah oui, et j'ai oublié un truc, c'est-à-dire si vous agissez, si vous avez une interaction avec un NPC, le fameux challenge level, c'est le niveau du NPC. Donc si vous, par exemple, vous essayez de faire un pickpocket sur un personnage, un NPC qui est 5e niveau, alors là, admettons que vous êtes un voleur, vous faites un pickpocket, machin, etc. Donc là, vous allez faire un D20, plus votre bonus de carac, plus votre niveau. Et je suppose que, c'est pas que je suppose, la caractéristique primaire, ça va être dextérité, donc pour le pickpocket, ça va être ça, donc il va falloir battre 12. Mais comme votre cible est niveau 5, il va falloir battre 17. Donc voilà, donc ça va se calibrer en fonction du niveau de votre, alors pas adversaire, de votre, l'adversaire dans votre tentative. Mais alors ça marche aussi pour tout, que ce soit offensif ou défensif. Par exemple, ça marche aussi pour les jets de sauvegarde. Hein. Par exemple, la Gorgone, avec son regard pétrifiant, elle va vous demander de faire un jet de sauvegarde. Et le jet de sauvegarde marche exactement pareil. Le jet de sauvegarde, ça va être un D20, hein, plus votre bonus de carac. Là, si on rajoute le niveau, plus votre niveau. Et donc, admettons que la Gorgone, alors la Gorgone, elle vous demande, je l'avais noté, elle vous demande un jet de save, c'est un save de charisme. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, admettons que là, mon prêtre, il a charisme plus 2, parce que je l'ai choisi, hein, en caractéristique primaire. Donc là, je vais devoir faire, alors admettons que je suis niveau 2, donc ça va être un D20, plus mon bonus de caractéristique plus 2, plus mon niveau plus 2, moins, comme je fais un save et que la Gorgone a 7 hit dice, non, à 5 hit dice, ça va faire moins, non, elle a, oui, non, elle a 5 hit dice, moins 5.
Et ça, je vais devoir faire supérieur à 12. Pourquoi? Parce que mon charisme est une caractéristique primaire. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dû faire supérieur à 18. Enfin, en l'occurrence, le -5, il ne se met pas là, c'est-à-dire mais c'est exactement pareil. Je vais devoir faire supérieur à 17 ou supérieur à 23. Voilà. Donc en fait, ce principe de challenge level, de caractéristiques primaires, une fois que vous avez ça, vous avez le cœur du jeu, et ça marche pour toutes les actions. Hein. Donc ça, moi, je trouve que c'est pas mal du tout, c'est synthétique, pas la peine d'aller à droite, à gauche, chercher des chiffres, et ça marche pour tout. Ça marche également pour les saves des monstres. Les monstres ont par exemple des saves ou physiques ou mentales, donc ça veut dire qu'ils ont un bonus physique ou un bonus mental, ou pas du tout, et quand vous allez lui balancer un sort, alors c'est pareil, hein, sur un sort, le challenge level, c'est le niveau du sorcier. Donc, je ne sais pas, vous balancez un sort à un monstre, vous allez lui donner un challenge level de 5, par exemple. Et son save, s'il avait save, je ne sais pas, vous l'attaquez du niveau un sort mental, si dans son save, il est noté comme quoi il a des saves mentaux, dans ce cas-là, le challenge level va être... le chiffre à battre va être de 12, et s'il ne l'a pas, il va être de 18. Plus votre niveau. Donc, admettons que vous soyez niveau 10, ça va être ou 22 ou 28. Voilà, donc et tout marche comme ça. Alors, je suis pas très clair dans les explications, je m'en aperçois en fait. Mais une fois que vous avez compris, caractéristique primaire, score à battre 12, caractéristique secondaire, score à battre 18, en gros, vous avez quasiment tout le système, et tout le système est axé là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre de dire oui, alors des fois, pour les monstres, on a des challenge levels qui ne correspondent pas à leur niveau. Le fameux Catobé plat avec son rayon de la mort, si vous croisez son regard, il a un challenge level de 10. Et vous allez devoir faire un save de... c'est un save de Constit. Donc là, admettons que je n'ai pas pris Constitution. Donc là, mon chiffre à battre, il va être 18. Plus le challenge level. Et le challenge level du rayon de la mort du Catobé plat, c'est 10. Donc il va falloir que je batte 28. Si ma constitution est une primaire, là, dans ce cas-là, il faut que je fasse supérieur à 12, plus 10, il va falloir que je batte 22. Donc 22, 1 des 20, plus votre bonus de constitution, en l'occurrence plus 1, plus votre niveau. Et le Catoblepa, là, il n'inflige pas schnourf point de dégâts. Non, si vous ratez votre save, vous êtes mort. Là, c'est impitoyable. On revient, effectivement, dans le principe de AD&D, du risque et c'est létal, effectivement. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'où... C'est tout, en fait, c'est tout. Donc, conclusion, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est synthétique. Et vous utilisez ce principe pour absolument tout dans le jeu. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Bien, eh ben, on va passer à la suite maintenant. Alors, le Player Handbook survolé, maintenant je vais vous parler du Monster and Treasure, le monstre et le trésor, hein, on va éviter mon anglais pourri. Et donc voilà. Alors là, on se retrouve face à un bestiaire, hein, c'est tout à fait du classique, c'est un bestiaire tout à fait classique. Il y a 400 monstres dedans. Comme je disais, tous ne sont pas illustrés, mais il y en a une grosse partie quand même d'illustrés. Et donc, on retrouve ce qui est au premier coup d'œil, en fait, on peut ouvrir n'importe quelle page. Qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, on retrouve les blocs stats, et là, c'est les blocs stats, en fait, quand vous regardez bien, c'est les blocs stats de AD&D. Hein. Pourquoi? Nous avons effectivement le nombre apparaissant, ça vous rappellera quelque chose. La taille, alors la taille, elle va servir à des bonus de combat, hein, en fonction de la taille, si la créature, c'est une créature large ou pas, etc., petite. Sa classe d'armure, donc ascendante. Le save, ce que je vous disais tout à l'heure, donc le save, là, par exemple, il a P, c'est physique. Donc, c'est-à-dire que quand on lui demande de faire une sauvegarde sur une caractéristique physique, donc force, constitution, dextérité, dans ce cas-là, il va le faire, il va falloir qu'il batte 12 sur un des 20. Si c'est son mental, donc intelligence, charisme ou sagesse, là, il va falloir qu'il fasse 18. La vitesse de déplacement,
son intelligence, alors là on l'avait exactement, c'est ce qu'on avait en fait dans AD&D, hein, c'est pareil, son alignement, le type de créature que c'est, donc là c'est une bête magique, ça peut affecter effectivement dans les sorts ou dans les objets magiques, hein, genre, je sais pas, un objet magique qui est +2 contre les géants ou contre les bêtes magiques, là en l'occurrence, vous allez regarder le type ici. Et un petit focus là-dessus, le fameux trésor, hein, ce qu'on avait dans AD&D, donc pour générer en fait les trésors, et qu'est-ce que possède cette créature. Voilà. Donc le bloc stat, comme vous voyez, on n'a pas des énormes blocs stats comme dans la cinquième, parce que on se retrouve effectivement avec les blocs stats de AD&D qui sont relativement concis. Voilà, je cherche mes mots, concis. À noter aussi les hit dice. Vous remarquerez quelque chose, on fera une petite comparaison, bah tiens, sur la momie par exemple. Les hit dice, donc là par exemple, c'est 7 hit dice, et le nombre de hit dice, c'est des D12. Donc là, vous avez 7 D12 pour les points de vie. Point. On évite dans Castle and Crusade l'inflation énorme qu'on a eu de points de vie dans la 5e édition. Moi, qui me gêne beaucoup, qui font des combats très longs. Bref. Donc là, il n'y a pas d'inflation des points de vie. D'ailleurs, pour les joueurs non plus. Pas d'inflation de points de vie. C'est vraiment du AD&D. D'ailleurs, en fait, je vais vous faire une petite comparaison. On va prendre sur la momie, par exemple. Alors, je vais prendre le bloc stat de AD&D de la momie du Monster. Oui, mon Monster manuel est colorié. Oui, et alors, moi j'aime bien. Pas mal en plus. Hein. Alors, la momie. Momie, c'est un peu plus loin. Là, voilà. Donc, la momie, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on va la mettre à côté. Donc, alors, le nombre apparaissant, là, c'était 1, là, c'est 1, 4. L'armor class est de 7, là, maintenant, il est de 20. Hein, donc, il y a certaines évolutions quand même là-dessus. Hein. N'oubliez pas que là, les classes d'armure allaient de -10 à +10. D'ailleurs, en fait, il a une très très belle classe d'armure, la momie, par rapport à la classe d'armure de... Non, mais ça, c'est la mule, je suis bête, je ferais n'importe quoi. La momie, voilà, donc la momie a une classe d'armure de 3, dans AD&D, là, elle a 20. Le save, donc c'est nouveau, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est lié au Siege Engine. Le nombre d'attaques, vous voyez, une attaque, 1-12, vous avez exactement la même chose, donc on retrouve effectivement les monstres de donjons, tels qu'ils étaient à l'origine, avec l'intelligence elle est basse, les Lawful Evil, c'est pareil, c'est un undead, donc il a un type de trésor 7, donc là vous aviez aussi le type de trésor à l'époque qui était de D. Je reviendrai sur les trésors après parce qu'en fait c'est dans le Monster et Trésor de trucs. Alors vous avez quand même 2-3 bricoles en plus parce que là dans AD&D vous n'aviez que ça. Là maintenant effectivement vous avez des caractéristiques supplémentaires pour la momie, des espérances, pourrissement de la momie et subject raising, donc en fait ils peuvent être ah oui si on lui fait un raise dead sur une momie, en fait il peut être transformé en guerrier tout à fait vivant et de niveau 7. Donc ça c'est pour la comparaison avec DD5, si je le prends ici. Parce que donc je vais prendre la momie, j'ai pas préparé, voilà, je tombe dessus, c'est pile poil, c'est parfait. Alors là, la momie, qu'est-ce qu'on a sur DD5 par rapport à mon... Donc vous voyez déjà les block stats sont quand même beaucoup plus importants. Vous aviez par exemple pour la momie, vous aviez 9d8 plus 18, donc ce que je vous parlais de l'inflation des points de vie. Donc en moyenne c'est 58 points de vie. Là en moyenne ça va vous faire quoi de tête? 80, ouais, une quarantaine quoi. Là vous avez 58 points de vie. Et encore la différence n'est pas énorme. Je crois que par exemple sur les vampires, le vampire du Monster Manual de la version 5, en moyenne c'est 144 points de vie dans Monster et Trésor. Et dans le AD&D on tourne plus du côté de 70, 80 points de vie, plutôt que des 140, donc ça a été carrément doublé.
Voilà, donc en fait, on se retrouve avec ce monster manual, qu'on retrouve beaucoup de monstres classiques, avec certains nouveaux. Hein, le Tiug, il existait déjà, par exemple. Hein, donc vous avez le fameux Oursibou, qui est toujours ici, etc., etc. Donc on va retrouver beaucoup de monstres qu'on connaît dans qu'on connaît dans le Rémoras, qui est apparu dans Dragon Magazine, un des premiers Dragon Magazine, je ne me rappelle plus, j'ai plus le nom en tête, mais par exemple, donc on les retrouve ici. Alors on a les autres, on a des nouveaux. Alors ce qu'on ne retrouvera pas dans le Monster and Treasure, on n'a ni les diables, ni les démons. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on ne va pas les retrouver ici. Quoi dire d'autre? Alors à la fin, donc on parlait des trésors, et à la fin, vous avez effectivement... donc tout pour générer les trésors. Hein, donc là, on arrive ici. Donc les trésors, en fait, on vous explique qu'est-ce que vous allez pouvoir donner, les objets magiques, les pièces, comment les donner, comment créer d'ailleurs des objets magiques. Hein. Vous avez aussi une procédure pour créer des parchemins, des potions, créer des objets extraordinaires, etc., etc. Et là, ensuite, vous avez toutes les tables pour créer le fameux trésor type du monstre, hein, et vous avez un pourcentage, ça c'est vraiment à l'ancienne, hein, pour créer, enfin je crois qu'il est repris dans DD5 d'ailleurs, je crois, mais là vous avez vraiment quelque chose de très très complet pour créer, vous voyez, vous avez une foule de tables en fait pour créer vos objets magiques. Alors à noter qu'effectivement, là nous avons la valeur en pièces d'or, mais aussi pour les objets magiques en fait de Castle and Crusade, vous avez la valeur en points d'expérience. Donc, dans les artefacts, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, simplement pour la petite histoire, dans les artefacts, donc on va retrouver Excalibur, et on va retrouver Mjolnir, hein, le marteau de Thor, donc c'est rigolo. Voilà, donc ça c'est pour, vous voyez, donc tous les trésors à générer sont à la fin du monster. Et en fait, quand je disais que Castle and Crusade reprenait le feeling d'AD&D, eh ben, en fait, on le retrouve parfaitement dans le Monster, avec ses blocs stats très AD&D. Enfin, c'est une adaptation d'AD&D avec c'est pas une adaptation, c'est la suite logique d'AD&D avec ce qu'aurait pu être AD&D s'il y avait eu un AD&D 3. Voilà, ça c'est pour le Monster and Treasure. Alors maintenant, je vais passer au dernier triptyque, qui est le Castle Keeper Guide. Voilà, à tout de suite pour la suite. Alors, le Castle Keeper Guide, on pourrait le croire totalement dispensable, parce qu'effectivement, vous avez déjà toutes les règles dans le player et dans le monster. Hein, vous avez, pour générer les trésors, tout ça, c'est là-dedans. Mais le Castle Keeper Guide va vous donner un tas d'informations. Alors, c'est vraiment très très détaillé, hein, sur la manière de créer un royaume, la manière de créer des villes, les batailles navales, les combats de masse, la gestion des royaumes. On a vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai trouvé plein d'informations qui sont assez pertinentes. Hein. La gestion du royaume, tout ça. On a les titres, hein, les titres de noblesse que peuvent avoir les personnages. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Alors nous avons, effectivement, quand on regarde la table des matières, vous voyez, on aborde un tas de choses, hein, comment créer un donjon, les aventures en fait sous l'eau ou dans l'air. Ça c'est, vous avez des règles, ça c'est pareil, un tas de règles optionnelles en fait. Donc du coup une règle optionnelle par exemple sur les objets. Vos objets, en fait, qui ne sont pas éternels, qui risquent de se briser en fonction... Vous avez une table avec les objets, qu'est-ce qu'elle se prend comme dégâts, et en fait, un jet de résistance à faire pour voir s'ils se brisent. Donc ça donne quand même... Alors, c'est pas à utiliser à tous les combats et tout le temps, mais de temps en temps, vous avez une indication si vous voulez donner un petit coup de stress, un petit coup de chaud à vos joueurs, pour voir qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'ils ont sur eux et ce qu'ils ont difficilement acquis. Donc voilà. Mais surtout, en fait, vous avez beaucoup de jeux qui vous disent « Prenez nos règles et faites-en ce que vous en voulez ».
Alors ça, ok, d'accord. Mais là, en fait, ils vous disent dans ce jeu, nos règles, c'est ça. On les a créées comme ça, pour ça. Mais si vous voulez, on vous donne des options, et ils les ont écrites, si vous voulez jouer autrement. Hein, par exemple, donc on a vu que le Siege Engine, c'était effectivement une histoire de caractéristiques primaires, secondaires. Donc là, on vous dit, bah, si vous voulez mettre un attribut tertiaire, qu'est-ce qui va se passer avec les différentes méthodes? Donc là, on vous propose par exemple que les jets de challenge, c'est 12. Alors, je vous rappelais 12 et 18, et là, on vous dit 12, 15, 18. Méthode 2, méthode 3. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. Et surtout, vous avez au niveau du combat, et là, ça peut s'appliquer en fait à n'importe quelle version de donjon. Les critiques, là, vous avez tout simplement pas moins de 6 options différentes pour les critiques. Hein. Ça va jusqu'aux tables, une petite table de critique, mais ça va de la manière d'appliquer aussi les dégâts, si vous voulez pas de table de critique, si vous voulez un truc plus léger. Donc vous avez 6 options possibles. Donc vous allez pouvoir faire à peu près ce que vous voulez. Là. Vous prenez ce que vous voulez. Hein. Ce sera au maître de jeu de choisir ce qu'il a envie de prendre. Pareil pour les fumbles. Voilà. Autre chose aussi très important, enfin très important, les fameux hit points. Les hit points de donjon, hein, tant que vous n'êtes pas à 0, vous êtes intact. Et là, on vous donne des options pour transformer les hit points en blessures. Alors, hérésie pour certains, pour moi, au contraire, j'adore ça. Vous pouvez donc du coup avoir des blessures qui vont affaiblir votre personnage petit à petit, et non pas qui soient à un point de vie, qui sont en pleine forme. Donc, et vous avez un tas d'options comme ça. Vous avez aussi, donc ça c'est les points de vie répartis par localisation. Hein, vous avez une option pour changer la classe d'armure. La classe d'armure, du coup, ne devient plus un truc à battre. Hein. Vous avez plutôt un score de défense, du coup, où l'armure n'est pas pris en compte. Et l'armure vient après, simplement pour réduire les dégâts. Donc vous avez un tas d'options comme ça. Si les règles de base ne vous plaisent pas, dans le Castle Keeper Guide, en fait, vous avez tout pour choisir d'autres options et les mélanger. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Siege Engine est quand même relativement malléable et assez facilement adaptable. Voilà. Donc en fait, oui, vous avez l'écologie des monstres, par exemple. Le basilic, par exemple, c'est une bête magique. Il a des formes variées, etc. etc. L'ogre, où est-ce que habite l'ogre? Vous avez des exemples comme ça. Ça va être pour vous aider à faire vos aventures d'une manière plus réaliste, et pas mettre tout et n'importe où, n'importe quand. Le combat aérien, vous l'avez ici. Vous avez, vous voyez, les navires, hein, les machines de guerre. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment un tas d'informations dans ce bouquin. Et à la limite, il est très intéressant pour n'importe quelle version de donjon. Mais enfin bon, là, c'est vraiment très très chouette. Hein. Moi, je le trouve quand même très intéressant. Voilà, donc ça c'est le Castle Keeper Guide avec toutes ces options. Et comme je disais, donc ces options de point de vie, hein, parce que là on touche à du fondement de donjon, ces options de classe d'armure, pareil. Je les ai pas vues ailleurs en fait ces options-là, en tout cas pas regroupées dans un seul même bouquin. Donc à vous de choisir après, à vous de choisir et de faire votre jeu comme vous l'entendez. Voilà en fait pour le Castle Keeper Guide. Je vais arriver à la conclusion de ma petite présentation, excusez-moi, de ce jeu, et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, ma conclusion de Castle and Crusade. Alors, pour moi, Castle and Crusade, ça a été une découverte un peu par hasard, grâce effectivement, comme je disais, à ces couvertures fantastiques. Et finalement, je trouve que c'est un jeu qui mérite d'être connu, qui hélas n'est pas traduit en français. Ce serait quand même vraiment bien qu'il soit traduit en français un jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de clones de donjons qui se contentent de reprendre grosso modo l'OGL
mais en fait n'apporte pas grand-chose de plus. Là, celui-là, c'est pas vraiment un clone, c'est pour moi qu'aurait pu être Donjon si Gygax n'avait pas été viré de la société qu'il avait créée, hélas. D'ailleurs, en fait, Gygax a écrit pour Castle and Crusade, hein, il a été quand même associé effectivement au projet. D'ailleurs, il a publié, par exemple, Castle Zagig pour Castle and Crusade, hein, qui est toujours disponible d'ailleurs. C'est vraiment une suite, une évolution logique d'AD&D sans avoir eu la rupture de DD3, sans avoir eu la complexité de DD3. Pour moi, c'est vraiment la suite logique d'AD&D. S'il y avait un AD&D 3, ce serait Castle and Crusade. D'ailleurs, pour moi, en fait, je pense que Castle and Crusade, c'est AD&D 3. Celui qui n'a jamais existé, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, alors sachez que la gamme ne s'arrête pas à ces 3 bouquins. Hein. C'est pas une gamme morte, hein. Elle continue à évoluer. Il y a eu, je crois, 3 settings de créer pour Castle and Crusade. Vous avez pas mal de modules d'aventure qui ont été faits aussi. Donc ce n'est pas une gamme morte. En plus de ça, vous prenez n'importe quel module d'AD&D et vous allez pouvoir le jouer sans vraiment de modification. Hein, les seules petites modifs, genre la classe d'armure, mais ça c'est très très simple à modifier, vous le faites à la volée. Hein. En gros, vous faites 20 moins la classe d'armure de l'époque, et grosso modo, vous avez la classe d'armure de Castle and Crusade. Le siège engine, moi je trouve que c'est avec ces histoires de caractéristiques primaires et secondaires, je trouve que c'est une excellente idée, surtout qui s'applique effectivement à tous les jets, sont basés de la même manière, donc c'est très simple. D'un côté ou de l'autre, en attaque, en défense, en save, en je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment, vraiment très chouette. Il est simple et surtout il est synthétique. Hein, pas de dons, pas de machin, pas de trucs qui alourdissent pour rien. Celui-là, vous pouvez le donner à un joueur débutant hein, et vous allez pouvoir l'initier avec, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc, ah oui, si, alors, bien sûr, c'est pas une révolution. Hein. Le jeu a 19 ans quand même, alors il a subi des évolutions, hein, mais ce n'est pas une révolution, hein, comme je disais, c'est plus une évolution. Voilà. Donc vous allez pas, ne nous attendez pas dans ce que je vous ai dit, de toute façon, vous l'avez bien vu. Certains vont me dire, bon, je vois pas trop l'intérêt de ce jeu. Ouais, ok. Mais pour ceux qui veulent jouer dans AD&D avec un système modernisé sans qu'on arrive dans du DD3 trop compliqué ou du DD5 avec toutes ces histoires d'inflation de points de vie, de lissage où tout personnage peut tout faire, que tout le monde arrive à haut niveau avec ses caractéristiques maximisées. Si ça vous plaît pas, Castle and Crusade, et que vous voulez jouer un jeu moderne dans AD&D, Castle and Crusade, je pense que Castle and Crusade est pour vous. Son seul défaut, c'est qu'il n'est pas traduit en français, je l'ai déjà dit, et ça c'est dommageable. Ce serait bien que quelqu'un s'y colle un jour et s'arrange avec Troll Games pour le sortir, parce que c'est vraiment un excellent jeu, un excellent palliatif à Donjons et Dragons 5, voilà. Donc, c'était Castle and Crusade, AD&D 3, j'ose le dire. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et puis, à bientôt pour de nouvelles présentations. Merci et portez-vous bien.